Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner des petits conseils pour vous lancer dans la lecture VO et plus précisément la lecture de romans en anglais puisque c'est ce que je lis quand je parle de romans VO, c'est des romans en fait en anglais. Donc il y aura des conseils pour ceux qui souhaiteraient commencer ou qui ont déjà un peu commencé à lire des romans en anglais, mais aussi d'autres conseils pour certains qui voudraient aller un peu plus loin encore et qui au-delà de simplement lire des romans en anglais ou du moins en VO de manière générale, veulent aussi améliorer leur niveau de langue justement. Mon tout premier conseil, notamment pour ceux qui débutent, c'est de bien choisir son roman. Ça peut paraître bête, mais quand on se lance dans de la lecture VO pour la première fois, on peut pas prendre n'importe quel roman. Je m'explique. Si par exemple vous avez un niveau que vous considérez être moyen, voire un peu faible, vous pouvez pas vous lancer dans un roman, par exemple typiquement de SF, science-fiction, parce que je trouve que c'est vous mettre un challenge assez élevé et qui risque, plutôt que de vous encourager, vous donner envie de juste arrêter, vous dire non mais en fait la VO c'est pas fait pour moi. C'est pour ça que c'est super important de commencer avec un roman facile, voire peut-être même un peu trop facile pour justement se mettre en confiance et être un peu plus tranquille quand on lit parce que croyez-moi, se lancer dans un roman où on a l'impression qu'à toutes les lignes il y a un, voire deux, voire trois mots ou plus qu'on ne comprend pas, c'est un enfer et on a envie que d'une chose, c'est d'arrêter de lire. Donc c'est pour ça que je vous recommande de commencer par des romans par exemple jeunesse. Parce que typiquement les romans jeunesse, mais vraiment jeunesse, quand je dis jeunesse, c'est pas des romans pour ados, c'est des romans pour enfants. Parce que déjà le vocabulaire va être relativement simple et accessible et surtout vous allez avoir du vocabulaire en général. Si vous prenez par exemple un roman jeunesse ancré dans le monde réel, du vocabulaire en lien avec justement par exemple soit la présentation de soi, le monde qui nous entoure, la maison, ce genre de choses. En fait des choses du quotidien. Donc non seulement ça va être des choses assez accessible, mais en plus de ça, qui vous, si vous débutez, vont en plus vraiment bien enrichir potentiellement votre vocabulaire. Mais ça veut pas forcément dire que vous êtes obligé de lire, par exemple, un roman jeunesse, par exemple pour un enfant de 10 ans, ancré dans le réel. Vous pouvez aussi lire, ça peut marcher parfois, de la fantasy ou du fantastique. Par exemple, je trouve que Le Monde de Narnia est un roman accessible, parce que ça reste un roman pour les enfants, qu'il y a quand même beaucoup de vocabulaire fréquent, on va dire. Et puis en plus de ça, ce que j'aime bien, et ça peut aussi aider, c'est bête, mais ça peut aider, c'est qu'il y a des illustrations dans le bouquin. Et c'est bête, mais les illustrations, ça sert à montrer justement de quoi on parle, donc ça aide forcément à la compréhension. Donc c'est pour ça que je vous recommande énormément ce type d'ouvrage-là, pour notamment ceux qui seraient, ou du moins qui se sentiraient le plus fébriles à l'idée de lire en VO, c'est de commencer par ce genre d'ouvrage. Pour les classiques, justement, c'est un peu particulier. Certains vont vous dire que c'est extrêmement dur de se lancer dans des classiques en VO, et d'autres vont vous dire que, contrario, c'est limite beaucoup plus simple que de lire des romans, par exemple, justement, contemporains. Et je vous avoue que, je suis partagée. Les classiques, selon le type de classique que vous lisez, ça peut en effet, je trouve, être plus accessible qu'un roman contemporain, dans le sens où ça peut être justement parfois bizarrement du vocabulaire que vous avez pu par exemple apprendre ou rencontrer à l'école et dans les différents dans les différents endroits où vous avez pu voir de l'anglais. Si par exemple vous lisez parfois des articles ou autre, ce genre de choses. En fait, ça va dépendre. Ça dépend aussi, je pense, énormément du sujet de l'œuvre. Si vous lisez un classique de type Orgueil et préjugés, alors là, je l'ai pas sur moi, mais en fait, comme c'est des gens qui restent chez eux les trois quarts du temps, qui ne font que parler de la pluie et du beau temps et de choses comme ça, au final, le vocabulaire est pas si compliqué que ça. Alors, c'est un vocabulaire très littéraire, mais en fait, on comprend plutôt bien parce que les sujets traités, en fait, l'histoire en elle-même, bah, c'est pas très compliqué, on n'est pas sur des concepts particuliers ou autres, donc c'est très facile à comprendre au final et ça reste très accessible. Donc les classiques aussi, ça peut être une piste si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup lire ça, à voir, peut-être bien choisir sur quel classique partir parce que selon si ça reste un classique quand même très compliqué ou autre. Par exemple là, je suis en train de lire La vie et les opinions de Tristram Shandy. Un débutant ne peut pas lire ça parce que même quelqu'un, on va dire d'expérimenté comme moi,
Faut s'accrocher parce que c'est une diarrhée verbale permanente, c'est digression en plus sur digression, donc déjà c'est très dur de suivre le fil, ce qui se passe, mais en plus de ça, entre le vocabulaire qui date du XVIIe siècle, et enfin bref, c'est tellement compliqué à lire, et en plus c'est très très long que je vous le déconseille. La longueur des romans, évidemment, va avoir son importance aussi. Si vous partez sur un roman de 500 pages quand vous débutez, forcément que ça va être plus long à lire, donc potentiellement ça va plus vite vous décourager que si vous prenez un petit roman de 150 ou 200 pages. Mais en même temps, le roman de 150 ou 200 pages, si vous l'avez mal choisi, ça peut être un enfer pour vous et le ressenti peut être de 500 pages. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention au choix du roman pour commencer. Bon, vous avez choisi votre roman, maintenant vous vous lancez dans la lecture. Un conseil qui va être super important, c'est qu'est-ce que vous faites pendant que vous lisez. Il y a plusieurs possibilités, mais ce que je recommande particulièrement à ceux qui débutent, et j'ai envie de dire même à ceux qui ont déjà lu quelques romans en VO, parce que le but c'est pas de passer 10 heures à lire un roman au lieu de initialement 5 heures, imaginons, c'est de ne pas chercher tous les mots. Il y a des mots que vous comprenez pas, et ben c'est pas grave, on s'en fiche. Et même si parfois ça fait que vous comprenez pas une phrase, et bien tant pis, vous ne comprenez pas la phrase, mais il faut que vous fixiez des objectifs, c'est-à-dire, par exemple, par chapitre ou par page. À vous de voir en fait aussi selon vos objectifs linguistiques, j'ai envie de dire. Est-ce que vous voulez apprendre beaucoup de mots, enrichir votre vocabulaire, ou est-ce que vous êtes surtout là pour vous lancer tranquillement dans la lecture VO? Si vous êtes pour je vais apprendre beaucoup de mots, vraiment enrichir mon vocabulaire, je vous conseille un objectif par page. Dans l'autre sens, à contrario, un objectif par chapitre. À adapter aussi selon la longueur évidemment du chapitre. Mais donc le but c'est de fixer une limite de combien de mots vous allez chercher par chapitre ou par page. J'ai envie de dire pour quelqu'un qui débute de se fixer maximum par chapitre 15 mots. Selon le type de chapitre, ça peut être beaucoup comme pas beaucoup. Si votre chapitre il fait que 2-3 pages, dans ce cas-là, on va plutôt passer sur du 10 mots grand max. Mais si votre chapitre il fait 10 voire 15 pages, vous pouvez à la limite un peu augmenter. Mais voilà, le but c'est de ne pas chercher tous les mots. Et ce que je vous recommande, c'est aussi de réfléchir à quel type de mots vous allez rechercher. Est-ce que vous allez plutôt rechercher des mots de vocabulaire de type des adjectifs ou des noms, ou alors des prépositions, ces petits mots-là, parce que on les sous-estime un peu, mais les prépositions, selon en fait leur usage dans la phrase, peuvent avoir tout un sens différent. Donc c'est des mots très complexes en réalité. Bien choisir le type de mots à rechercher et aussi prêtez bien attention, vous allez le remarquer de vous-même surtout quand c'est vraiment le cas, mais selon les ouvrages en fait et selon les auteurs, il y a des mots qui reviennent tout le temps, où on sent que l'auteur, il aime ce mot. Je pense à Nathaniel Hawthorne par exemple, où je voyais tout le temps le mot withered. Enfin, bref, il y a des mots qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ces mots-là, si vous ne les comprenez pas, par contre, c'est super important d'aller chercher leur sens. Vraiment, les mots que vous voyez régulièrement, ceux-là, n'hésitez surtout pas à aller les chercher. Et aussi aux champs lexicaux, parce qu'évidemment, il y a toujours certains types de mots qui peuvent se regrouper au niveau du sens, qui vont souvent revenir et qui donc pareil vont vous faciliter dans votre compréhension du roman. Pour prendre en note tous ces mots-là que vous allez chercher, alors vous pouvez vous prendre un carnet extrait ou noter sur une petite feuille, à vous de voir, sachant que la question à se poser aussi c'est est-ce que mon but c'est juste de comprendre sur l'instant T ce que je lis, mais pas forcément de retenir les mots, ou est-ce que mon but c'est de comprendre donc ce que je lis, mais aussi de retenir ces nouveaux mots. Si c'est le cas, que vous voulez vraiment les retenir, je vous conseille quand même de prendre exprès un petit carnet ou un cahier, en tout cas quelque chose pour vraiment bien les noter et ne surtout pas les perdre par exemple, pour pouvoir régulièrement revenir dessus, les consulter. Si vous êtes là juste pour comprendre, j'ai envie de vous dire limite, ne les notez même pas ces mots. Même si je trouve ça un peu dommage parce que si justement vous ne notez que quelques mots par chapitre, au final vous allez voir que vous n'allez pas perdre tant de temps que ça dans la recherche. Pour ce qui est de la recherche en elle-même, ou chercher les mots de vocabulaire, Google Traduction s'il vous plaît, on oublie, Reverso, ce genre de site aussi, c'est clairement pas ce qu'il y a de mieux pour chercher des mots. Je vais vous donner 2 sites qui font très bien l'affaire. Le plus simple, c'est Word Référence, que vous connaissez probablement déjà, parce que ce qui est cool, c'est qu'en fait, il va vous donner la traduction selon le contexte, parce que c'est un peu le problème, on va dire, de la langue anglaise, c'est qu'un mot peut avoir presque 10 traductions possibles, 10 sens différents. J'exagère un peu, mais il y a certains mots, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. C'est pour ça que c'est super important de prendre le temps de vérifier le contexte, parce que selon la traduction que vous allez récupérer, ça ne voudra pas du tout dire la même chose dans le texte que vous êtes en train de lire.
Donc Word Reference vous donne ces contextes-là de façon très rapide. Sinon, un site un peu plus académique qui est très très bien, vous avez tout simplement Cambridge Dictionary, donc le dictionnaire de Cambridge, qui est très très bien. Vous avez la définition, la traduction française par rapport au contexte, etc. Donc voilà, ça fait très bien l'affaire aussi. Ensuite, les points que je vais parler, c'est des points ensuite pour une fois que vous commencez à être habitué à la lecture VO, et ça va surtout s'adresser en fait à ceux qui, là pour le coup, veulent progresser au niveau de la langue, qui vraiment veulent apprendre du nouveau vocabulaire, progresser même, j'ai envie de dire, dans la formulation de phrases, au niveau vraiment de la linguistique, la syntaxe. Là, ces conseils-là, si ça vous intéresse, restez parce que c'est pour vous. Pour ceux qui veulent juste lire pour le plaisir, comprendre un peu les mots sans forcément tout retenir, je pense pas avoir plus de conseils à vous dire. Après, au fur et à mesure que vous gagnez en confiance, évidemment que vous allez pouvoir partir sur des romans plus longs, plus compliqués, avec un vocabulaire beaucoup plus spécifique, mais seulement quand vous vous sentez à l'aise, parce que le problème c'est que si vous commencez dès le départ avec ce genre de roman, vous risquez de vous décourager. Ce serait dommage parce que tout le monde est capable de lire de la VO, c'est juste qu'il faut s'y prendre correctement, on va dire. Il y a plusieurs conseils que je vais donner. Le but, c'est pas forcément de tous les appliquer. S'il y en a un qui vous plaît plus que d'autres, ben, je vous conseille de, par exemple, justement, focaliser que sur celui-là et les autres, de laisser de côté et éventuellement de les tester plus tard. Mais donc, l'un des conseils que je peux vous donner, on commence avec un premier, c'est de faire. Alors pareil, à vous de voir selon votre temps disponible, votre envie, votre motivation et aussi vos objectifs. Mais ce que vous pouvez faire, c'est soit à vous de voir à la fin de chaque chapitre, ça va dépendre de la longueur des chapitres. S'ils sont très très longs, peut-être en cours de chapitre, faire plusieurs étapes. Si à contraire, s'ils sont très courts, peut-être tous les 3, 4 ou 5 chapitres. Mais c'est, quand vous avez fini votre lecture, de faire un résumé. En anglais, évidemment. En anglais ou en français, si vous voulez commencer dans un premier temps en français, pour voir déjà est-ce que j'ai bien compris le texte. Mais l'avantage de le traduire, enfin de le traduire, de le faire en anglais, ce résumé, c'est de voir aussi vous, est-ce que j'arrive à m'exprimer en anglais. Il y a deux possibilités, soit le faire à l'oral, pour que ce soit un peu plus rapide et fluide, ou le faire à l'écrit. L'avantage de l'écrit, c'est qu'il y a une trace qui reste, et ce qui est pratique, c'est qu'après ce texte-là, par exemple, vous pouvez le faire vérifier par un outil de traduction ou autre qui va vous dire s'il y a des erreurs ou pas. Il y a par exemple un site que je trouve plutôt bien qui s'appelle Scribens, donc pour que ce soit la version anglaise il faut mettre .com, qui va vous permettre de manifester vos erreurs de syntaxe, de conjugaison et autres en anglais. Alors il existe aussi en français, c'est .fr, mais voilà, ce site-là est plutôt pas mal. Donc vous avez cette version-là possible. Après, je suppose que avec les outils qu'on a aujourd'hui, vous pouvez très bien vous enregistrer si vous voulez faire à l'oral et ensuite déposer votre enregistrement, ça met le script et vous faites donc corriger ce script-là pour vérifier vos fautes. Ça marche aussi. Mais donc voilà, le but c'est de faire ce résumé-là pour voir est-ce que vous avez déjà bien compris toute l'histoire ou pas. Dans ce cas-là, après, pour vérifier selon le type d'ouvrage que vous lisez, ce qui est pratique maintenant avec Internet, c'est que on a plein de romans où on va pouvoir retrouver très facilement sur le net des résumés détaillés par chapitre ou par partie et c'est super pratique je trouve. Donc pareil, vous pouvez vérifier après coup est-ce que vous avez bien tout compris ou pas. Si vous vous en fichez de savoir si vous avez compris ou pas, que c'est juste pour voir ok mon niveau d'anglais, mon expression, je fais mon petit résumé, vous vérifiez juste. Mais aussi ce que je trouve, c'est le petit difficulté en plus intéressant. Si vous êtes justement dans cette envie, ce besoin d'améliorer votre niveau de langue, c'est de vous forcer à réutiliser des mots de vocabulaire que justement vous avez notés, que vous avez découverts. Parce que tous ces mots-là, de toute façon, vous pouvez les noter dans un carnet. Hein. Si vous ne les relisez à aucun moment et surtout si vous ne les réutilisez jamais, vous allez jamais les retenir. Ça sert à rien de les noter, j'ai envie de vous dire. Donc, s'il y a cette volonté quand même de, au-delà de découvrir des nouveaux mots pour comprendre un texte, mais aussi de se dire, ok, ce mot-là, il est nouveau. Je trouve qu'il est assez intéressant, surtout au niveau du contexte, on peut quand même assez fréquemment l'utiliser, ça pourrait me servir. Ok, je vais l'apprendre. Et donc, quand vous faites ce résumé, forcez-vous à réutiliser ces mots-là en contexte, à faire des phrases avec, et vous allez voir que vous allez les retenir beaucoup plus facilement que si juste vous les lisez deux fois. Bon, c'était plusieurs conseils dans un même conseil, en fait, tout se rejoint, tout se groupille ensemble, mais voilà, ça c'est super important, ce travail en fait de reformulation. Ça va vous aider à mémoriser le vocabulaire et en plus de ça, à progresser au niveau de la construction des phrases. Sachant que la lecture en elle-même vous fait progresser puisque
inconsciemment votre cerveau travaille et mémorise en fait des phrases types que vous allez voir plusieurs fois dans le texte, etc., des constructions de phrases, et en fait cette lecture là qui en réalité est une lecture active va vous permettre également, quand ensuite vous allez vous faire vos phrases, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, de progresser et de faire des meilleures phrases. Un autre conseil, alors là c'est plus pour ceux qui par exemple sont très créatifs ou qui adorent imaginer des choses, enfin bref, c'est par exemple à la fin d'un chapitre, avant de lire le suivant, d'imaginer qu'est-ce qui va se passer après. En anglais, évidemment. Donc pareil, à l'écrit ou à l'oral. À l'oral, au moins, l'avantage, c'est que ça peut être très rapide si vous voulez pas que ça dure 10 ans, vous voulez faire ça juste pendant 10 minutes, de parler à l'oral. Ou sinon de le faire à l'écrit si vous avez envie un peu, pareil, de garder une trace ou autre. Enfin bref, à vous de voir. Mais donc, d'imaginer la suite. Vous pouvez vous fixer un objectif, hein, ça peut être, voilà, en 5 minutes à l'oral ou en 10 lignes à l'écrit. Ok, qu'est-ce qui va se passer après? Sachant que là encore, ce qui est super pratique, c'est que vous allez pouvoir plus facilement réutiliser le vocabulaire que vous avez découvert ou que vous avez vu et revu dans le texte. Mais aussi, ça peut être intéressant aussi pour, au niveau des phrases, vous inspirer un peu du style de l'auteur pour essayer de refaire un peu ce même type de phrase. C'est encore un autre type de travail, mais qui marche super bien et qui va vous faire travailler la mémoire et vous faire progresser évidemment au niveau de la langue. Comme pour le conseil précédent, en plus vous pouvez après vérifier ce que vous avez fait pour l'orthographe, les erreurs ou autres. Mais j'ai envie de vous dire, franchement, cette étape de vérification, je vous dis même pas qu'il faudrait forcément la faire automatiquement. Vous pouvez la faire qu'une fois de temps en temps, quand vous avez le temps, quand vous avez envie. Vous n'êtes pas obligé de le faire de suite. Vous pouvez très bien vous dire ouais ben je vérifierai une autre fois. Maintenant j'ai envie de continuer de lire ou je vais faire autre chose et de vous arrêter là. En fait, c'est pas grave. C'est pas parce que vous vérifiez pas que ça veut forcément dire que ah du coup vous faites des erreurs et ces erreurs-là vous allez continuer de les faire. Pas forcément, parce que comme vous lisez et que vous allez refaire ces travaux-là plus tard, vous pouvez au final, sans même vous en rendre compte, vous auto-corriger tout seul. Donc, ce travail-là de vérification et de correction, si je puis dire, vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois, vous pouvez le faire une fois de temps en temps, comme jamais, à vous de voir. Encore une fois, ça dépend en fait de vos objectifs et de votre volonté et motivation. C'est vraiment ça qui va avoir un impact énorme sur justement votre engagement, si je puis dire, dans cette lecture. Dernier conseil, alors cette fois-ci c'est pour justement ne pas tout le temps être seul dans votre lecture, parce que ça peut être bien aussi justement d'échanger, et notamment pour progresser en anglais, l'interaction c'est super enrichissant. C'est par exemple soit pendant votre lecture ou à la fin de votre lecture, décider d'en parler avec d'autres personnes. Donc pour ça, vous pouvez utiliser des forums sur des sites comme Babelio ou d'autres plateformes justement anglophones si vous voulez vraiment avoir ce contact avec des personnes en anglais. Je vous encourage vivement de faire ça en fait, d'aller ou même par exemple de regarder une vidéo YouTube de quelqu'un donc anglophone qui parle du roman que vous venez de lire. Ça va vous faire travailler en plus votre compréhension de l'oral. Normalement, comme la personne va parler de quelque chose que vous avez lu, que vous avez compris, la vidéo devrait quand même rester assez accessible. Et ce qui est pratique, c'est qu'avec les vidéos YouTube, vous pouvez décider de baisser la vitesse de lecture s'il y a besoin pour mieux comprendre. Il y a même des vidéos où vous pouvez avoir les sous-titres. Maintenant, en plus avec l'IA, franchement, la qualité des sous-titres est de plus en plus bonne, voire excellente. Donc autant vous allez avoir une super bonne génération de sous-titres qui vont vous aider du coup à comprendre ce qui est dit. Et après, ne pas hésiter à réagir par exemple en commentaire, donc évidemment en anglais, pour par exemple donner votre avis de façon complète ou non complète sur le roman, pour échanger ou pour dire ah, sur ça je suis d'accord avec toi, ou moi j'ai ressenti ça différemment, ou à contrario voilà sur des forums ou autres. Mais donc voilà, ce moment d'interaction avec autrui pour justement parler du roman. Et donc, bah, vous retravaillez un peu le vocabulaire, travaillez votre anglais, la formulation, et à contrario aussi votre compréhension, puisque vous allez lire ou écouter d'autres messages. Je vais m'arrêter là sur mes conseils, je pense qu'il y en a déjà pas mal. Si je pense à d'autres conseils à l'avenir ou autres, je n'hésiterai pas à faire une autre vidéo, pourquoi pas. Si vous avez des conseils, parce que vous aussi par exemple vous lisez beaucoup en VO, n'hésitez pas dans ce cas-là dans les commentaires à les partager, parce que ça servira aussi pour ceux qui regardent la vidéo, et puisqu'en général les gens regardent aussi les commentaires. A contrario, si vous avez des questions, que justement vous hésitez, vous allez vous lancer sur la VO, vous n'êtes pas sûr par exemple sur un bouquin ou autre, peu importe en fait, n'importe quelle question, n'hésitez pas également dans les commentaires, j'y répondrai très rapidement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé, ou en tout cas peut-être que vous avez regardé parce que vous êtes abonné et à la base lire en VO vous intéresse pas, mais peut-être que vous allez dire peut-être que je vais tester, pourquoi pas. J'espère en tout cas vous avoir donné envie, parce que il n'y a pas photo entre
lire un roman dans sa version originale et le lire avec une traduction, en fait, il y a un fossé, il y a toujours un fossé et c'est toujours mieux, 1000 fois mieux de lire sa version originale parce que entre la version originale et la traduction, il y a un peu une partie de l'âme, j'ai envie de dire, de l'artiste qui s'est un peu évaporée. On perd quand même quelque chose. N'hésitez pas pour soutenir la chaîne à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à partager sur d'autres réseaux sociaux ou encore à commenter. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien. À très bientôt!